Je m'appelle Patrick. Vivien et moi sommes mariés depuis 4 ans, mais en fait, nous sommes ensemble depuis 6 ans. Jusqu'à il y a 2 mois environ, je pensais que notre mariage était plutôt solide. Vous savez, on se disputait parfois, rien de grave, mais on avait nos habitudes. Elle rentrait de son travail de comptable vers 18 h la plupart des soirs. On dînait ensemble, on regardait peut-être Netflix ou autre. Des trucs de couple normaux et ennuyeux que j'aime bien, honnêtement, parce que ça me semblait stable et confortable. Je pensais qu'elle ressentait la même chose, mais ensuite les choses ont commencé à changer. Au début, je me disais que j'étais juste parano, parce que c'est mon truc. Je réfléchis trop à tout. Vivant me taquinait toujours avec tendresse à ce sujet. Elle m'appelait sa petite inquiète et m'embrassait sur le front dès que j'étais angoissé par des bêtises. Un soir, j'ai essayé d'aborder le sujet. « Vive, tu crois que quelque chose a changé ?» ai-je demandé en jouant nerveusement avec mon téléphone. Elle a levé les yeux du canapé, les yeux légèrement plissés. « Patrick, tu dramatises encore. Il n'y a rien de différent. » Son ton était plus blessant que je ne l'aurais cru. Elle n'avait jamais balayé mes sentiments comme ça auparavant. Les changements ont commencé doucement. Elle a commencé à travailler tard 1 fois par semaine au lieu de jamais. En rentrant, elle avait l'air fatiguée physiquement, mais aussi un peu pleine d'énergie, comme si son esprit s'emballait. Et le téléphone, c'était bizarre. Elle le laissait en charge sur le plan de travail de la cuisine presque tous les soirs, ne le regardant presque pas avant le matin. Maintenant, elle l'emmenait partout, même aux toilettes. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle est rentrée à presque 21 h un mardi, ce qui était étrange car les mardis sont généralement les jours les plus calmes. Quand je lui ai demandé pourquoi elle restait tard, elle m'a répondu qu'il travaillait sur de gros dossiers clients et que tout le monde était sur le pont. Mais voilà, elle travaille pour une petite entreprise, environ 6 personnes au total. J'ai rencontré ses collègues à des fêtes d'entreprise et autres, et aucun d'eux ne semblait du genre à rester tard, à moins qu'on ne leur mette un flingue sur la tempe, surtout pas un mardi. Alors je lui ai demandé, de quel client s'agit-il ? Elle m'a regardé comme si je l'avais surprise en train de voler des biscuits ou quelque chose comme ça, juste une fraction de seconde, avant de me dire qu'il s'agissait d'une entreprise de fabrication dont elle n'avait jamais parlé. Oh, super. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fabrique ? Elle a juste répondu, du matériel. Et elle a immédiatement commencé à me demander comment s'était passée ma journée et ce que je voulais manger demain. Comme si elle essayait de changer de sujet. C'est là que la petite voix dans ma tête s'est fait plus forte, celle qui me disait, attention. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai essayé de l'ignorer, car je ne voulais pas être ce mari qui ne fait pas confiance à sa femme. Mais les nuits étaient de plus en plus longues. Elle a commencé à prendre des appels dans l'autre pièce et à parler très bas. Quand j'entrais, elle disait rapidement, « Ok, on se parle plus tard et on raccroche. » Cette histoire de téléphone m'a vraiment énervé, car on avait toujours été assez ouvert à propos de nos téléphones. On n'a pas fouillé dans les affaires de l'autre, mais si les siennes étaient plus proches et que les miennes sonnaient, elle répondait et vice-versa. Et soudain, elle gardait ce truc comme s'il contenait des codes de lancement nucléaire. Elle a commencé à l'emporter avec elle sous la douche, ce qui était vraiment bizarre. Et elle dormait avec sous son oreiller au lieu de le laisser sur la table de nuit comme elle le faisait depuis des années. Et puis il y avait cette façon dont elle a commencé à me regarder. Ou plutôt, je devrais dire, à ne pas me regarder, parce qu'elle fixait le vide pendant le dîner. Quand je lui demandais à quoi elle pensait, elle répondait simplement, travail, ou, rien d'important. Mais ses yeux étaient différents, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et quand elle se concentrait sur moi, c'était comme si elle essayait de se rappeler qui j'étais. Le sexe s'est arrêté aussi, ce qui ne lui ressemblait pas du tout, car c'était elle qui avait toujours eu le plus d'énergie entre nous. Quand j'essayais de prendre l'initiative, elle disait qu'elle était trop fatiguée ou stressée par le travail. Et je comprends que le stress au travail soit réel, et je ne voulais pas la mettre sous pression, mais ça faisait des semaines. Quand j'ai essayé de lui en parler, elle a réagi comme si j'étais totalement déraisonnable d'en parler, comme si j'étais fou de la questionner. J'ai commencé à prêter plus d'attention à son emploi du temps et j'ai réalisé que les nuits tardives n'étaient pas du tout aléatoires. Elles étaient réglées comme du papier à musique tous les mardis et jeudis, avec quelques autres jours aléatoires. Elle a même commencé à partir plus tôt le matin, disant vouloir prendre de l'avance. Mais son travail n'ouvre qu'à 21 h, et elle partait à 19 h 30. C'est alors que j'ai décidé de passer devant son bureau un jeudi soir vers 19 h,
juste pour voir s'il y avait vraiment d'autres voitures. Devinez quoi? Le parking était complètement vide, à l'exception de la voiture du gardien. Aucune lumière allumée dans le bâtiment. Rien. Donc, soit elle mentait en disant qu'elle travaillait tard, soit tout son bureau avait décidé de travailler dans le noir, comme une sorte de cabinet comptable vampire. Je suis resté dans ma voiture pendant une vingtaine de minutes à essayer de trouver quoi faire de cette information. J'avais la nausée, car je savais maintenant avec certitude qu'elle me mentait, mais je ne comprenais pas ce qu'elle faisait vraiment. Une partie de moi voulait juste rentrer chez moi et faire comme si je n'avais jamais vu le parking vide, mais je ne pouvais pas ignorer ce que je savais. Quand elle est rentrée ce soir-là vers 21h30, je lui ai demandé « Comment s'est passé le travail ?» Elle a répondu « Occupé comme d'habitude. » Vraiment épuisant. J'ai hoché la tête et dit « C'est nul. » Mon cœur battait la chamade parce qu'elle me regardait droit dans les yeux, mentant sans même cligner des yeux. Et j'ai réalisé que je ne savais plus qui était cette personne. Cette personne qui pouvait mentir si facilement à quelqu'un qu'elle prétendait aimer. Après ça, j'ai commencé à vérifier ses histoires plus attentivement. Comme lorsqu'elle disait qu'elle déjeunait avec sa collègue, Athéna, je lui posais des questions plus tard, mais les détails ne collaient pas vraiment. Elle disait qu'elles étaient allées dans un restaurant italien. Puis mentionnait qu'elles avaient mangé des sushis. Ou alors elle disait qu'Athéna était stressée par son divorce. Mais la dernière fois qu'elle m'a parlé d'Athéna, elle était mariée et heureuse. Le point de rupture est arrivé quand j'ai trouvé le téléphone jetable. Je ne sais toujours pas si elle voulait que je le trouve ou si elle a juste été négligente. C'était un mardi soir. Elle était rentrée tard, toujours avec ce même air fatigué mais plein d'énergie. Elle est allée directement à la douche, comme toujours après ses nuits blanches. Ce soir-là, elle a laissé son sac à main sur le comptoir de la cuisine et son téléphone habituel était en charge sur la table. Quelque chose m'a poussé à regarder dans son sac, même si je n'avais jamais fait ça de toute notre relation. Et il était là, un petit téléphone bon marché glissé dans une poche latérale. Mes mains tremblaient en l'ouvrant et j'ai vu des dizaines de SMS. Le contact était simplement enregistré sous X. J'ai commencé à parcourir certains messages et tout mon monde s'est effondré, là, dans la cuisine, tandis que j'entendais la douche couler à l'étage. Les messages étaient clairement à caractère sexuel, ils parlaient de rendez-vous, de leur impatience de se revoir, et de tout ce qui se disait sur la soirée incroyable de la veille et leur souhait de passer plus de temps ensemble. Il y avait des messages sur la discrétion, la prudence et le fait de s'assurer que personne ne soit au courant. Je n'arrêtais pas de faire défiler et de lire ces messages entre ma femme et l'ex, quel qu'il soit. Mais voilà ce qui m'a vraiment écœuré. Certains faisaient référence à des événements survenus chez nous, comme notre ex qui disait adorer la vue depuis la fenêtre de notre chambre et le confort de notre canapé. Cette personne était donc entrée chez moi, dans mon lit, probablement pendant que j'étais au travail ou ailleurs, et Vivien les avait amenés là. Elles en avaient ri ensemble. J'ai pris des photos de certains messages avec mon téléphone, car je savais qu'elle nierait tout si je la confrontais sans preuve. Ensuite, j'ai caché le téléphone jetable quelque part dans la maison et je me suis assis à la table de la cuisine, essayant de digérer ce que j'avais découvert. La douche coulait encore et je l'entendais chanter comme si elle était heureuse. J'avais envie de vomir. Quand elle est descendue en peignoir, les cheveux enveloppés dans une serviette, elle m'a embrassé le haut du crâne comme si de rien n'était et m'a demandé « Tu veux regarder un film ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Il faut qu'on parle ». Elle s'est raidie comme si elle savait exactement de quoi il s'agissait. Je lui ai dit « J'ai trouvé le téléphone. Je sais que tu me trompes. Je veux savoir qui est X et depuis combien de temps ça dure. » Au lieu de nier, de pleurer, de s'excuser, ou quoi que ce soit d'autre, elle a pris un air froid et m'a dit « Ce n'est pas ce que tu penses. Tu tires des conclusions hâtives. » Je lui ai montré les photos que j'avais prises des messages. Son visage est devenu blanc, mais elle s'est mise en colère au lieu d'avoir honte. Elle s'est mise à me crier dessus parce que j'avais fouillé dans ses affaires personnelles et violé sa vie privée. Je suis resté là, à me demander, tu es vraiment en colère contre moi maintenant parce que je découvre que tu me trompes? Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal? Elle n'arrêtait pas de dire que je ne comprendrais pas, que ce n'était pas si simple, qu'il y avait des choses dans notre mariage que je ne voyais pas. Je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que notre mariage allait bien jusqu'à ce que tu commences à me harceler. Elle m'a répondu que j'étais naïf de penser que notre mariage allait bien, qu'elle était malheureuse depuis longtemps, mais qu'elle ne savait pas comment me l'avouer. Et voilà ce qui m'a vraiment énervé. Elle disait tout ça comme si ça justifiait ce qu'elle faisait.
Comme si être malheureuse lui donnait le droit de me tromper au lieu de m'en parler, d'aller voir un thérapeute ou de partir si elle était si malheureuse. Quand je lui ai dit ça, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Tu n'aurais pas écouté de toute façon ». Ça m'a mis encore plus en colère, car elle n'a même pas essayé. Je lui ai redemandé « Qui est X ?» Elle a dit que ça n'avait pas d'importance et que c'était fini de toute façon. Mais je savais qu'elle mentait, car certains de ses messages dataient du même jour. Je lui ai dit « Je veux que tu appelles cette personne tout de suite et que tu me laisses tranquille. » C'est laquelle a vraiment pété les plombs. Elle s'est mise à hurler que j'étais trop autoritaire et qu'elle avait l'impression d'étouffer dans ce mariage. Et je me suis dit, bon, si tu étouffes, pourquoi n'es-tu pas parti? Pourquoi as-tu dû tromper, mentir et faire venir quelqu'un chez nous? Mais au lieu de ça, je lui ai juste demandé, je veux divorcer. Parce que je ne vais pas rester mariée à l'infidélité. Elle a dit, ce serait peut-être mieux. Puis elle a pris son téléphone et est montée. Je l'entendais parler à quelqu'un, mais je ne comprenais pas ses paroles. Je suis restée assise là, à penser à la fin de mon mariage, à tout ce que j'allais devoir annoncer, gérer les avocats, partager nos affaires. Je me sentais plus vide que tout. Puis j'ai commencé à m'énerver parce qu'elle était probablement en haut, en train de parler à son partenaire, pendant que j'étais assise en bas, à gérer les conséquences de ses choix. J'ai réalisé que je ne savais toujours pas qui était cette personne. Et, pour une raison que j'ignore, ça me rendait folle, car j'avais l'impression de mériter de savoir qui avait contribué à détruire mon mariage. Le fait est que, depuis des semaines, j'avais le sentiment que quelque chose dans cette situation m'était familier. Comme si j'avais déjà vu des signes, mais que je n'arrivais pas à les identifier. Certains messages que j'avais lus mentionnaient des choses qui me laissaient penser que cette personne me connaissait, ou du moins savait des choses sur moi, ce qui était flippant et déroutant. Vivant est redescendu environ 1 heure plus tard et m'a dit qu'elle allait rester chez ses sœurs quelques jours, le temps qu'on trouve une solution. J'ai dit d'accord, parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais alors qu'elle faisait ses valises, je lui ai demandé une fois de plus, avec qui as-tu une liaison? Elle m'a regardé et m'a dit, ce n'est pas grave. Tu dois laisser tomber. Mais je ne pouvais pas lâcher prise. Après son départ, j'ai commencé à tout examiner plus attentivement, à la recherche d'indices sur qui pouvait être mon ex. J'ai vérifié nos relevés de carte de crédit et j'ai trouvé des débits au restaurant les jours où elle disait travailler tard. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un reçu d'une boutique de souvenirs pour une montre pour homme. 300 $. Daté d'il y a 2 semaines. Vivien n'avait jamais mentionné qu'elle offrait un cadeau à qui que ce soit. Je me suis demandé pour qui elle offrait des cadeaux coûteux. J'avais installé une caméra juste devant la maison, juste pour des raisons de sécurité. Je suis allé rapidement visionner les images. En les regardant, j'avais du mal à croire ce que je voyais. C'était mon frère Xander, mon frère aîné, que j'avais admiré toute ma vie, qui était censé être l'un de mes meilleurs amis, qui avait assisté à mon mariage et prononcé un discours sur sa joie d'avoir trouvé quelqu'un comme Vivien. J'ai dû revoir les images 3 fois avant de vraiment réaliser, de les voir entrer chez moi ensemble, main dans la main. Mon propre frère, celui à qui je parlais au moins 2 fois par semaine, celui en qui j'avais toute confiance, était celui qui couchait avec ma femme. Soudain, tout a pris sens. Pourquoi certains de ces SMS faisaient référence à des choses sur moi et mon emploi du temps? Pourquoi Vivant semblait savoir exactement quand je serais absent? Pourquoi cette personne se sentait si bien chez moi? Xander connaissait toutes mes habitudes, savait quand je travaillais tard, quand j'allais à la salle de sport, savait tout de ma vie parce que je lui racontais tout. J'ai réalisé qu'ils avaient probablement planifié ça depuis des mois, trouvant des moyens d'être seuls ensemble. J'ai repensé à toutes les fois où Xander était venu quand Vivant était seul à la maison. Toutes les fois où il avait proposé de l'aider quand j'étais occupé. Le pire, c'était de me souvenir du soutien que Xander avait apporté quand j'avais commencé à douter du comportement de Vivant, me disant que je réfléchissais probablement trop, que tous les mariages traversent des moments difficiles. Il m'avait manipulé pendant que je couchais avec ma femme, me faisant sentir fou d'avoir remarqué des choses qui se passaient vraiment. J'ai passé toute la nuit assis dans mon salon, à fixer l'endroit où je les avais vus s'embrasser. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ils m'avaient tous les deux regardé pendant les dîners de famille et les fêtes, sachant pertinemment ce qu'ils faisaient dans mon dos. Je pensais à la façon dont ils avaient dû parler de moi, peut-être même ri de mon ignorance. Au matin, j'ai décidé de les confronter tous les deux. J'ai installé une petite caméra dans le salon. Je voulais enregistrer notre conversation et l'utiliser pour mon divorce.
J'ai donc appelé Vivien et lui ai dit qu'elle devait rentrer à la maison parce qu'il fallait qu'on termine notre conversation. Je n'ai pas dit que je savais pour Xander, car je voulais voir si elle me dirait enfin la vérité. Puis j'ai envoyé un texto à Xander pour lui demander de venir parce que j'avais besoin de lui parler de quelque chose d'important. Vivant est arrivée la première et elle semblait nerveuse, ses yeux errant dans tous les sens comme si elle cherchait une issue avant même que nous commencions. Elle m'a demandé pourquoi j'avais insisté pour qu'elle revienne et si j'avais encore fouillé dans ses affaires. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, je sais qui est X. Je veux que tu l'admettes. Ce regard froid s'est à nouveau affiché sur son visage, le même qu'avant, et elle a dit, je ne vais pas jouer avec toi. Puis Xander est arrivé. Je n'oublierai jamais son expression en voyant Vivien. C'était comme si le moment où il avait compris que quelque chose n'allait vraiment pas l'avait frappé d'un coup. Il a essayé de faire semblant, demandant, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Mais je voyais la panique dans ses yeux. Je les ai regardés tous les deux, debout dans mon salon, sentant le poids de tout s'abattre sur moi. Et j'ai dit, pourquoi as-tu couché avec ma femme? Vivant a voulu dire quelque chose, mais Xander l'a interrompu. Il a dit, on devrait tous se calmer et parler de ça comme des adultes. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la tête. Même pris en flagrant délit, il essayait toujours de me manipuler, de contrôler la situation, me donnant l'impression que c'était moi qui étais déraisonnable. Je lui ai dit, les adultes, arrêtez. Vous êtes un salaud d'avoir couché avec ma femme. Le visage de Xander s'est déformé comme si je venais de le gifler. Puis il a dit, tu dramatises. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. J'ai rétorqué, ah bon? Explique-moi pourquoi c'est compliqué de coucher avec la femme de ton frère, parce qu'apparemment, je suis trop bête pour comprendre. C'est là que Vivant est intervenu, la voix tremblante mais essayant de paraître ferme. On ne voulait pas que ça arrive. On a essayé d'arrêter, mais on a des sentiments l'un pour l'autre qu'on ne pouvait pas contrôler. J'ai éclaté de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Comme s'ils étaient victimes de leurs propres émotions plutôt que deux adultes qui faisaient des choix conscients et lucides. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, tant pis. Sortez. Xander, sans broncher, a dit, il faut qu'on en parle en famille. J'ai ri de nouveau, plus durement cette fois. On n'est plus une famille. Tu t'en es assuré en décidant de coucher avec ma femme. C'est là qu'il est devenu agressif. Il s'est approché, sa poitrine touchant presque la mienne, et a sifflé. Mais tu devrais surveiller tes paroles et te montrer un peu de respect. Va te faire foutre, connard. J'ai perdu tout respect pour toi dès que j'ai su que tu avais baisé ma femme. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Et je lui ai dit de m'éloigner avant que je fasse quelque chose qu'on regrettera tous les deux. Mais au lieu de reculer, il s'est de nouveau jeté sur moi, avec un sourire narquois comme s'il était le maître des lieux. Mais tu es toujours la reine du drame. Peut-être que si tu avais été un meilleur homme au lit, Vivant n'aurait pas eu besoin de chercher ailleurs. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il m'a poussé violemment et j'ai trébuché sur la table basse. L'instinct a pris le dessus. Je l'ai repoussé. Vivant nous hurlait à tous les deux d'arrêter, mais Xander l'a repoussé en hurlant, c'est toi qui as commencé. Je lui ai répondu, sors de chez moi. Puis, sans prévenir, Xander m'a attrapé par le t-shirt et m'a plaqué violemment contre le mur. Je sentais son eau de Cologne et j'aperçus la montre que Vivant lui avait achetée qui brillait à son poignet. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai commencé à riposter, à donner des coups de poing, à lutter pour le repousser. Il était plus grand et plus fort, mais j'étais plus en colère que jamais. Puis, soudain, Vivien m'a frappé à la tête avec un vase. J'ai fini par terre, lui sur moi, me frappant le visage et les côtes. Je ne pouvais penser qu'à ça, c'est mon frère, la personne que j'aimais et en qui j'avais confiance, et... Maintenant il me tabasse dans mon salon pendant que ma femme me frappe par derrière. Et à chaque coup, il ricanait. C'est ce qu'on mérite quand on est un tel. Et c'est toi qui l'as cherché. J'ai réussi à me libérer de lui et j'ai titubé jusqu'à la cuisine, le cœur battant la chamade. J'ai attrapé un couteau sur le plan de travail, non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour le tenir à distance, pour le faire reculer. Quand Xander a vu le couteau dans ma main, il a finalement arrêté d'avancer, le regardant avec lassitude. Puis, comme si tout cela n'était pas déjà assez tordu, il a commencé à me traiter de fou et de dangereux. Il a dit qu'il allait appeler la police.
J'étais là, en sang, un couteau à la main, dans ma propre cuisine, tandis que ma femme infidèle et mon frère faisaient comme si c'était moi le problème. J'ai pris une grande inspiration, me suis forcé à me calmer et j'ai posé le couteau sur le comptoir. Puis j'ai dit, vous devez tous les deux partir et ne jamais revenir. Je demande le divorce. Je ne veux plus jamais vous revoir. Xander a secoué la tête et a dit, vous faites une énorme erreur. La famille est plus importante que ça. Je le fixai du regard, la voix glaciale. Tu aurais dû y penser avant de détruire la mienne. Vivant ricana tandis qu'il partait. Je reviendrai chercher mes affaires, et tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Une fois parti, je me suis affalé sur le sol de la cuisine, sentant le carrelage froid sous moi. Puis je me suis souvenu de la nouvelle caméra dans mon salon, comment elle avait tout enregistré, la trahison, les mensonges, l'agression. À cet instant, j'ai su ce que je devais faire. J'allais porter plainte. J'ai appelé le 911. Ils m'ont emmené à l'hôpital et la police a enregistré ma déposition. J'avais partagé la vidéo de Xander m'attaquant avec la police. J'ai porté plainte pour agression. J'ai également demandé le divorce et réclamé tout ce que je pouvais. Vivant et Xander ont tous deux été arrêtés. Ils ont été libérés sous caution le lendemain matin. 2 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. J'ai appelé mes parents et je leur ai tout raconté, comment Vivant et Xander m'avaient trahi, comment Xander m'avait agressé dans ma j'étais chez moi. Mais au lieu de soutien, on me sermonnait sur ma vengeance. Ma mère m'a dit que je devrais penser au pardon, à aller de l'avant en famille. Je suis resté là, abasourdi. Pardonner? Aller de l'avant? Comme si de rien n'était. Je leur ai dit qu'il s'était passé quelque chose et que ça avait tout changé, mais ils n'ont rien voulu entendre. Après ça, ma famille s'est retournée contre moi. Ils disent que je déchire la famille, que je fais une montagne d'une taupinière, et que c'est quelque chose qu'on peut surmonter. Ma mère m'appelle presque tous les jours en pleurs, me suppliant d'abandonner les poursuites et d'aller en thérapie familiale. Elle me dit des choses comme « Patrick, s'il te plaît, parlons un peu. Tu ne peux pas porter toute cette colère éternellement. » J'ai répondu « Je la porterai jusqu'à ma mort. » Et puis j'ai raccroché. Xander m'appelle aussi, me laissant des messages disant qu'il est désolé, qu'il veut arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Vivien n'arrête pas de m'envoyer des SMS, essayant d'expliquer sa version des faits, disant qu'elle n'a jamais voulu me blesser, qu'elle m'aime, mais qu'elle aime aussi Xander, et qu'elle ne peut pas s'empêcher de ressentir ce qu'elle ressent. Chaque fois que je lis ces messages, je sens cette vieille colère ressurgir, car elle refuse toujours d'assumer ses responsabilités. Elle agit comme si tout cela lui était arrivé, comme si elle était une victime plutôt qu'une personne qui a fait un choix. Mon avocat dit que nous avons un dossier solide grâce aux preuves vidéo. Mais ma famille, elle, continue de me faire pression pour que j'abandonne, que je passe à autre chose. Le harcèlement n'a fait qu'empirer. Ma mère m'appelle tous les jours en pleurs, me suppliant d'abandonner les poursuites, me disant que Xander a retenu la leçon et que je détruis notre famille pour quelque chose qui peut être réglé avec le temps. Le pardon. Et puis il y a mon père. Je pensais qu'il comprendrait peut-être mieux, vous savez, mais hier, il m'a dit que j'étais têtue et orgueilleuse. Il a dit que les vrais hommes n'appellent pas la police pour leurs frères à cause de disputes familiales. Il a même dit que j'aurais dû simplement tabasser Xander et me venger. Comme si c'était une sorte de film du Far West où l'on règle les choses à coups de poing au lieu d'attendre que les gens ne trompent pas sa femme et ne vous agressent pas. Je n'arrivais pas à y croire. Et ma sœur, c'est la pire. Elle me traite d'égoïste, dit que je fais passer ma douleur avant le bien de toute la famille. Elle n'arrête pas de dire que Vivien et Xander sont tous les deux désolés et prêts à tout pour arranger les choses. Elle pense que je suis déraisonnable de ne même pas les écouter. Mais voilà ce qui me perturbe vraiment. Aucun d'eux ne semble comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une douleur affective ou d'un drame familial. Xander a commis une agression. Il y a des preuves vidéo. S'il avait fait ça à un inconnu dans la rue, tout le monde s'attendrait à des conséquences. Mais parce que c'est mon frère, parce que c'est arrivé en famille, et soudain, je suis censé laisser passer. Et tout le monde agit comme si Vivien et Xander avaient fait une erreur. Comme s'ils avaient trébuché et étaient tombés ensemble par accident. Non, ça durait depuis des mois, probablement plus longtemps. Ils planifiaient, complotaient, me mentaient en pleine face tout du long. Ce n'est pas une erreur. C'est une série de choix délibérés pour me blesser et trahir ma confiance. Depuis la confrontation,
je loge à l'hôtel parce que je ne supportais plus d'être dans cette maison. Vivant y va chercher ses affaires pendant que je suis au travail. Hier, ma voisine m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait vu Xander aider Vivant à déménager des cartons, et je me suis senti mal de savoir qu'ils étaient toujours ensemble, me disant probablement que je suis une connasse de ne pas accepter leur relation. Le divorce avance. Mon avocat dit que ça devrait être assez simple, surtout que nous n'avons pas d'enfants et que la plupart de nos biens, Dieu merci, sont à mon nom. Pas de compte joint, pas de bien commun à part la maison, ce qui je garde. Le fait que Vivant ne m'ait encore jamais contesté, ça me dit qu'elle se sent coupable. Enfin, j'espère que c'est ça. Mais une partie de moi se demande si ce n'est pas de la culpabilité, juste de la commodité. Peut-être qu'elle veut juste en finir au plus vite pour pouvoir être avec Xander sans complications. Plus de furtivité. Plus de mensonges. Directement dans le conte de fées tordus qu'ils se sont convaincus de vivre. Le plus dur. Ce n'est même plus la trahison. C'est l'isolement. J'ai l'impression de hurler dans le vide. Ceux qui sont censés être mon soutien, ma famille, agissent comme si c'était moi qui détruisais tout, comme si j'étais le problème parce que je refuse de pardonner et d'oublier. Ils n'arrêtent pas de me répéter que je dois être plus honnête. Mais comment diable suis-je censé faire ça quand personne d'autre ne reconnaît ce qui s'est réellement passé? J'ai découvert plus tard que Xander racontait sa propre version des faits, que je l'ai attaqué en premier, disant qu'il se défendait, ce qui est vraiment hilarant, vu que la vidéo montre clairement Vivant me frapper à la tête et lui me frapper. Mais vous savez ce qui me perturbe le plus? Leur naturel. Leur jeu convaincant. Il y a 2 mois à peine, Xander est venu à mon dîner d'anniversaire, s'est assis à ma table, a levé son verre et m'a tendu une carte sur laquelle était écrit « Content de t'avoir comme frère. Tu me soutiendras toujours. » Il sourit en me le tendant. Sourit et Vivien. Vivant a organisé notre dîner d'anniversaire, allumé des bougies, porté cette robe rouge que j'ai toujours aimée, fait ce discours ridicule sur la chance que nous avions de nous être trouvés. Elle m'a embrassé ce soir-là, m'a touché le visage comme si elle le pensait, et le lendemain, elle est allée voir Xander. Le procès a lieu dans 3 semaines, et mon avocat dit que nous sommes bien préparés. Je suis une thérapie depuis tout ce qui s'est passé. Ma thérapeute a été une bouée de sauvetage, honnêtement. Elle a dit, ce que je ressens, ce cocktail de colère, de trahison, de culpabilité et d'isolement, c'est normal. Elle m'a dit que les familles font souvent pression sur la personne blessée pour qu'elle pardonne et passe à autre chose, non pas parce que c'est juste, mais parce que c'est plus facile pour elle. Il est plus facile de prétendre que ce n'était qu'une dispute que d'admettre qu'un membre de la famille en a agressé un autre. Mais ce n'est pas parce que c'est plus facile pour eux que je dois porter le poids de leur déni. Une chose ce que j'ai dit m'a vraiment marqué. Le fait que Xander en vienne à la violence physique montre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il s'agissait de contrôler, de protéger son secret à tout prix. Et quand j'y repense comme ça, pas seulement une trahison, mais une tentative violente de dissimuler l'affaire, je me sens plus confiant, plus certain que porter plainte n'est pas une simple vengeance. C'est la seule façon de fixer un but. L'audience a eu lieu hier, et laissez-moi vous dire que tout ne s'est pas passé comme prévu dans ma famille. S'ils espéraient une réconciliation spectaculaire ou que je m'effondre et que je déclare vouloir abandonner les poursuites, ils ont été terriblement déçus. Tout d'abord, Xander est arrivé avec un avocat et Vivant était avec lui. Ça m'a pris au dépourvu. Il avait agi comme si ce n'était rien, comme si je bluffais ou que j'allais me dégonfler avant que ça ne devienne sérieux. Mais je suppose qu'une fois que son avocat a vu la vidéo, la réalité l'a rattrapé de plein fouet. Son avocat a essayé de faire passer toute l'affaire pour une violente dispute familiale qui avait dégénéré. Xander ne faisait que défendre son client. Après que je l'ai soi-disant poussé en premier, la procureure a ensuite diffusé la vidéo image par image. Elle n'a pas non plus précipité les choses. Elle a expliqué chaque instant au juge. On le voit bien. Xander se tient au-dessus de moi, me repousse, m'attrape. On entend sa voix crier, « Voilà ce que tu vas avoir !» Juste avant qu'il ne commence à me frapper. Et ce n'est pas de la légitime défense. C'est une menace. C'est de la rage. La procureure a souligné toutes les occasions qu'a eu Xander de calmer la situation, de partir, d'arrêter, et au lieu de cela, il a choisi de poursuivre la violence. Elle a aussi souligné un point que je n'avais pas vraiment pris en compte auparavant, la taille de Xander. Elle a dit au tribunal qu'il était nettement plus grand que moi et que les blessures que j'avais subies n'étaient pas compatibles avec une bagarre entre égaux.
Elle correspondait à quelqu'un qui se fait tabasser par quelqu'un de plus fort, ce qui est exactement ce qui s'est passé. L'avocat de Xander a ensuite tenté de changer de cap. Il a évoqué l'affaire, comme si le fait que ma femme couchait avec mon frère justifiait qu'il m'attaque moi-même. À la maison. Il a prétendu que j'étais émotionnellement instable, que Xander était juste venu me calmer, et que la situation avait dérapé. La juge n'y a pas cru une seconde. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Elle s'est penchée en avant, a regardé l'avocat de Xander droit dans les yeux et a dit « Aduli est peut-être moralement répréhensible, mais ce n'est pas illégal. » L'agression, en revanche, est. La réaction de M. Xander face à la détresse émotionnelle de son frère n'a pas été de désamorcer la situation, mais de passer à la violence. Ce n'est pas justifié. Sa femme l'a poignardé dans le dos et l'a frappé à la tête par derrière. Cela ne ressemble pas à de la légitime défense. On dirait qu'elle avait prévu de le tuer. Cela a mis fin à la situation assez rapidement. Mais le pire, c'est quand Xander a témoigné. C'est à ce moment-là que ce n'était plus seulement frustrant, mais carrément dégoûtant. Il a immédiatement jeté vivant sous le bus. Sans hésitation. Il a dit qu'elle le poursuivait, qu'elle continuait à insister malgré ses efforts pour résister. Il a dit « Je ne voulais pas blesser Patrick. C'est mon frère. » Mais Vivien refusait de lâcher prise. Je suis resté assise là, à le fixer, essayant simplement de comprendre ce que j'entendais. C'était le même type qui lui envoyait des messages du genre « Je n'arrête pas de penser à toi, on va trouver une solution. Sois patiente. » Mais maintenant, il est là, à se comporter comme s'il avait été séduit, comme s'il était la victime. Ça m'a fait froid dans le dos. Puis il a continué à me dire à quel point il se sentait coupable, à quel point il était déchiré de m'avoir trahi. Je ne savais pas comment gérer ça, a-t-il dit, la voix tremblante. J'essayais de trouver un moyen d'en finir sans blesser personne. Et puis est arrivée la partie qui m'a presque fait rire amèrement, incrédule. Il a dit, je suis allé chez Patrick ce jour-là pour tout lui dire et tout arranger, mais il nous a attaqués avant que j'aie eu le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Il était déraisonnable, menaçant, des conneries. Ça m'a blessé parce que c'était tellement calculé. Il essayait de tordre le récit en quelque chose qui pourrait lui gagner de la sympathie. Mais j'avais les reçus, littéralement des SMS du téléphone burner, Orodomagiziphone, montrant que lui et Vivien prévoyaient de se retrouver plus tard la même semaine. Donc, si la fin de l'affaire était dans son esprit, il n'était sûr que l'enfer n'était pas une priorité. Et puis, Dieu, il a commencé à pleurer sur le stand. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit, la voix craquant, des larmes qui coulent sur son visage. Je n'ai jamais voulu dire que des choses allaient si loin. Le juge les a jugés coupables d'agression simple. 6 mois de probation, classe de gestion de la colère obligatoire, une ordonnance d'interdiction, 500 pieds de moi et de ma propriété. Xander doit payer une amende et des frais de justice et maintenant il a une condamnation pour délit sur son dossier. Ce n'est pas la justice. Pas vraiment. Pas quand je pense à ce qui s'est passé, la facilité avec laquelle cela aurait pu se terminer pire. Mais c'est quelque chose. Il est reconnaissant de la cour que ce qu'il a fait était mal, qu'il a franchi une ligne. Bien sûr, ma famille a réagi exactement comme je m'attendais, comme si j'étais le problème. Au moment où l'ordonnance d'interdiction a été annoncée, ma mère a commencé à pleurer dans le couloir du palais de justice, comme des sanglots à part entière devant tout le monde. Elle a accroché son sac à main et a dit « Vous séparez la famille, Patrick. Comment sommes-nous censés avoir des vacances maintenant, anniversaire ? Vous nous empêchez d'être ensemble. » Je me tenais juste là à la regarder stupéfaite comme c'est ce qu'elle a pris de tout cela. Je ne suis pas désolé que vous ayez été blessé. Pas. Je ne peux pas croire que Xander ait fait ça. Non. Sa première préoccupation a été le dîner de Noël. Maman, j'ai dit, je ne veux pas être avec lui. Je ne veux pas m'asseoir de l'autre côté de la table du gars qui a foutu ma femme. Attaquez-moi dans ma maison et pleurant maintenant comme vous voulez votre dîner de Noël ? Vissez-vous dans votre fils. Prenez votre dîner et comptez-moi. Vous pouvez passer les pommes de terre en purée et vous pouvez tous prétendre que nous sommes une grande famille heureuse. Mais pour moi, vous êtes tous morts. Elle n'a rien dit après ça. Je viens de s'essuyer les yeux et de partir avec mon père. Le divorce est presque finalisé, ce qui semble surréaliste après tout. Il s'est déplacé rapidement parce que Vivant n'a rien contesté. Pas la maison, pas la voiture,
pas les comptes, rien. Mon avocat a dit que c'était l'un des divorces les plus propres qu'il avait vus. Je pense qu'une partie d'elle se sent toujours coupable. Ou peut-être qu'elle voulait juste fermer le chapitre rapidement afin qu'elle puisse emménager avec Xander, ce qu'elle a fait, bien sûr, parce qu'elle l'a fait. Après la condamnation, elle a attendu devant le palais de justice, debout près de l'une des colonnes comme si elle était dans un feuilleton ou quelque chose comme ça. Quand je suis passé, elle est intervenue devant moi. « Patrick, pouvons-nous parler une seconde ?» demanda-t-elle, la voix basse. J'ai continué à marcher. « Je sais que tu me détestes probablement, » dit-elle en me suivant. « Mais je voulais juste dire que je n'ai jamais voulu vous blesser. » Je me suis arrêté et je me suis tourné pour lui faire face. « Tu as passé des mois à mentir sur mon visage, » dis-je tranquillement. « Vous avez amené mon frère dans notre lit. Comment avez-vous pensé exactement que cela allait se terminer ?» Elle avait l'air d'avoir été giflée. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'est sorti pendant une seconde. Puis elle a commencé à pleurer. « Je sais que j'ai tout géré mal, » murmura-t-elle. « Mais je l'aime vraiment. Xander et moi essayons de construire une vie ensemble. Et je suis resté là en pensant « super. Maintenant, allez le visser. Vous êtes libre de ce mariage. » Ce qui me tue, c'est la façon dont les gens en parlent maintenant. Comme si c'était une histoire d'amour tragique. Comme s'ils étaient Roméo et Juliette au lieu de deux adultes qui auraient pu être honnêtes, mais que j'ai choisi de me faufiler, de mentir et de me trahir à la place. Et quand j'essaie de dire que, quand je soulignais qu'ils auraient pu me dire que si tout le monde était de mesurer comme si je suis en train de me mesurer comme si je suis en train de me mesurer. Celui qui est raisonnable. Tenir des rancunes ne fera que rendre tout le monde misérable. Et j'ai dit, papa, je ne tiens pas de rancune. Je tiens les gens à leurs actions. Il y a une différence, même si vous ne voulez pas le voir. Il soupira comme si j'étais difficile. Xander a appris sa leçon. Patrick, la famille a besoin de guérir. Pour guérir, quelqu'un doit admettre qu'il y a eu une blessure en premier lieu. Battez-vous. Les gens plus à l'aise, alors je dis essentiellement à tout le monde qu'ils peuvent me traiter comme ils veulent, tant qu'ils en pleurent par la suite, que leurs larmes seront plus importantes que ma douleur, que je serai celui qui lissait les choses pendant qu'ils continuent de faire semblant. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne le ferai pas. J'ai passé suffisamment de temps à me demander qui me ment, quels secrets les gens gardent, que les gens que j'aime me poignardaient réellement dans le dos à huis clos. La vérité est que j'ai vraiment aimé Xander. Il n'était pas seulement mon frère. Il était mon meilleur ami pendant la majeure partie de ma vie. J'ai levé les yeux vers lui. Je lui ai fait confiance. Je l'ai admiré. Et perdre cette relation, cela fait presque mal que de perdre mon mariage. Peut-être encore plus. La vérité est moche, mais je préfère vivre dans une vilaine vérité que de continuer à jouer pour un imbécile. Alors, je pars. Le mois prochain, je déménage dans une autre ville. Quelque part nouveau. Quelque part, aucun d'entre eux ne sait où je suis. Quelque part je peux construire une vie qui n'est pas hantée par tout ce. J'ai également obtenu une offre d'emploi d'une entreprise que j'ai interviewée. Cela paie mieux que ce que je faisais auparavant. Donc, au moins quelque chose de bon est sorti de ce gâchis. Mon bail était de toute façon à la fin du mois, et je ne pouvais pas me permettre le paiement de la maison sans revenu de Vivian. Il était logique de partir, de recommencer. Et honnêtement, j'étais un peu excité à ce sujet. Même si cela signifiait laisser tout ce qui est familier derrière, c'était comme le bon mouvement. Je sais que ma famille pense que je m'enfuis, mais ils ont tort. Je ne fume pas quelque chose. Je cours vers quelque chose de mieux. Une vie où les gens ne me mentent pas, me trahissent, puis s'attendent à ce que je sois reconnaissant quand ils en pleurent par la suite. J'adore mon nouveau travail. Les gens sont froids. Le travail est en fait intéressant et mon patron n'est pas un monstre de contrôle de microgestion. L'appartement est petit, mais c'est le mien. Pas de souvenirs dans les murs, pas de fantômes et d'être loin de tout le drame familial. Cela a été exactement ce dont j'avais besoin. Je peux en fait dormir toute la nuit maintenant. Plus d'anxiété, ne rêve pas de trouver ce putain de téléphone en brûleur sur le comptoir de la salle de bain ou de regarder le point de Xander venir encore et encore. Je recommence à me sentir à nouveau. Pas seulement cette version en colère et blessée de moi qui ne pouvait penser à rien d'autre. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression de me noyer. La ville est plus grande que l'endroit où je vivais et il se passe toujours quelque chose.
J'ai rencontré quelques personnes à travers le travail qui semblent cool. J'ai pris des boissons avec eux plusieurs fois. Est allé à une soirée micro ouvert. C'est bizarre et un peu incroyable d'être quelque part que personne ne connaît mon histoire. Personne ne me regarde avec pitié ou jugement. Ils me voient juste. Et je ne savais pas jusqu'à présent à quel point j'avais besoin de ça. Mais la chose vraiment folle qui s'est produite il y a 2 semaines. Xander s'est présenté dans mon immeuble. Je ne sais pas comment il a découvert où je vis. Je faisais attention. Je n'ai donné mon adresse à personne dans la famille. Pas même un code postal. Mais d'une manière ou d'une autre, il était debout dans le hall de mon immeuble quand je suis rentré du travail, comme quelque chose d'un mauvais rêve. Il avait l'air d'attendre depuis un certain temps. Des vêtements ridés, les cheveux en désordre, les yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi. Pendant une seconde, je me fige. Mon premier instinct a été d'appeler la police. Je veux dire, il y a une ordonnance d'interdiction. Mais ensuite je me suis souvenu que nous étions dans un état différent maintenant, et je ne savais pas si cela s'appliquait encore ici. Et honnêtement, une partie de moi était curieuse. Que pourrait-il avoir à dire que c'était si important que cela valait la peine de conduire des heures juste pour me regarder en face? Il s'est précipité vers moi dès qu'il m'a vu, a commencé à parler rapidement, presque essoufflé. Patrick, mec, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'ai besoin que tu me pardonnes. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas respirer avec cette suspension entre nous. Je n'ai rien dit au début. Il se tenait juste là, le laissant sortir. Il a continué à savoir à quel point il a senti, combien il a manqué notre relation, comment il détestait ce qui s'était passé. Je vais faire n'importe quoi, d'accord? À propos de votre confort. Il a réessayé, plus doux cette fois. Vivien est misérable, d'accord? Elle se sent horrible. Nous sommes tous les deux en thérapie. Nous essayons de réparer les choses. Elle travaille à travers la culpabilité. Et je pense juste que tout le monde serait plus heureux si vous pouviez le trouver en vous pour nous pardonner et aller de l'avant. C'est tout. La jalousie, sur les sentiments meurtris. Je m'en fiche si vous êtes tous les deux en thérapie. Vous vivez ou que vous mourrez. Je ne vais pas donner un parce que rien de tout cela ne change ce que vous avez fait. Rien de tout cela ne me donne aucune raison de penser que vous êtes des gens différents maintenant. Et j'ai dit que se présenter à mon appartement après avoir déménagé pour échapper à tout cela n'était qu'un autre exemple de lui ne respectant pas mes limites ou ne vous souciez pas de ce dont j'avais besoin. Il a commencé à me mettre en colère alors, sa voix montant, son visage se resserre. Je vous suis déraisonnable, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas simplement couper votre famille. À plusieurs reprises, je me suis rendu fou quand j'ai commencé à remarquer des choses. Loin comme un enfant. C'était tout pour moi. Je l'ai regardé mort dans les yeux et j'ai dit, sortez de mon bâtiment. Ne vous présentez plus jamais ici. Ne m'appelle pas. Ne m'envoyez pas de texto. J'ai fini de vous écouter minimiser ce que vous avez fait et d'essayer de faire de ma faute de ne pas m'en remettre assez rapidement. Il se tenait là une seconde comme il voulait en dire plus, mais il s'est retourné et est parti. Juste avant qu'il ne pousse la porte, il murmura, vous allez le regretter. Un jour, vous verrez que la famille est tout ce qui compte. Et je suis resté là à le regarder s'éloigner, en pensant, si c'est à quoi ressemble la famille, alors peut-être que je suis mieux sans ça. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, sanglotant avant même que je ne dise bonjour. L'ordre de retenue de se présenter dans mon appartement sans invitation, puis il s'est mis en colère quand je ne l'ai pas accueilli à bras ouverts. Comment cela essaie de faire les choses correctement? Elle renifla fort. Patrick, l'ordre d'interdiction est juste une chose légale. Ce n'est pas destiné à la famille, pas quand ils vous aiment et veulent se réconcilier. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Oui, maman. Cela est destiné à la famille. C'est exactement ce que c'est que lorsque les membres de la famille ne respecteront pas les limites. C'est exactement ce que je devais avoir une première place. Mais elle n'entendait pas confiance, mais cela n'avait pas d'importance. Elle a continué à pleurer, n'arrêtait pas de dire à quel point c'était difficile pour Xander, à quel point la famille était brisée, à quel point j'étais celui qui avait besoin d'être la plus grande personne. Après avoir raccroché, je me suis assis en silence pendant longtemps, à mes parents, à ma tante, à mes cousins, à tous, car ils n'arrêtaient pas d'appeler et de m'être en train de me culpiller, tous, car ils n'arrêteraient pas d'appeler et de m'être Xander et Vivien.
vous vous souciez de la famille plus que tout, et cela m'a un peu brisé le cœur parce qu'elle ne comprend pas. Aucun d'eux ne le fait. Mon thérapeute, que j'ai vu régulièrement à travers des appels vidéo, m'a dit que cela était assez courant dans les familles où il y a eu une trahison majeure. Elle a dit, lorsque quelque chose brise la fondation, la plupart des gens se précipitent pour le reconstruire, que la structure soit toujours en sécurité. Ils font pression sur la victime à pardonner et à oublier, non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'inconfort de s'asseoir avec la réalité de ce qui s'est passé. Et elle a raison. C'est ce que cela a été depuis le début. Une brouette désespérée pour me faire des choses, pour prétendre que nous sommes toujours la même famille. Même si vous éloignez de ce que vous avez éloigné après que vous ne soyez pas en train de faire plus que l'achèvement que vous avez suivi après que vous ayez éloigné démontre plus loin qu'il ne soit pas en train de se faire en train de faire de la façon que vous avez suivi. Après que vous ne l'avez pas fait plus loin après que vous ayez éloigné après avoir éloigné qu'il ne m'inquiète. Plus. Votre besoin d'espace. Et entendre qui me met tellement en perspective pendant tout ce temps, je doutais de moi-même, me demandant si je réagissais de manière excessive, si j'étais trop froid ou impitoyable. Mais elle m'a aidé à voir que je ne suis pas moi qui refuse de guérir. Je suis moi qui essaie de guérir et ce sont eux qui se tiennent en route en refusant de reconnaître toute l'étendue des dégâts. Je sais que certaines personnes pensent probablement que je suis trop extrême en coupant le contact avec ma famille. Peut-être que si vous venez d'entendre les gros titres, Guy arrête de parler à toute sa famille pour une affaire. Cela semble dramatique, mais ce n'est pas l'histoire. L'histoire est que mon frère a trompé ma femme, a menti pendant des mois, Gas m'a allumé, m'a frappé, puis tout le monde s'attendait à ce que je passe à autre chose. Comme si c'était un patch approximatif, pas un effondrement complet de tout ce que je croyais des personnes les plus proches de moi. Et je ne peux pas continuer à avoir les mêmes conversations, les mêmes arguments épuisants avec des gens qui pensent que je devrais simplement m'en remettre parce qu'il ne fait pas partie de faire face aux conséquences. Peut-être qu'un jour, les choses seront différentes. Peut-être que les gens écouteront réellement. Peut-être qu'ils comprendront enfin que ce qui s'est passé n'était pas seulement un problème familial, c'était un traumatisme. Et que vous ne cultivez pas quelqu'un en pardon, surtout lorsque vous ne vous êtes jamais vraiment excusé. Mais pour l'instant, je suis plus heureux que depuis des mois. Je dors mieux. J'ai un travail que j'aime dans une ville que je commence à aimer. Je marche au travail. J'ai recommencé à cuisiner. Je ris des choses. J'attends avec impatience les week-ends. Je ne saute pas à chaque fois que mon téléphone bourdonne. Et je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi ma propre tranquillité d'esprit par rapport au confort de tout le monde. J'ai passé trop d'années à répondre aux besoins des autres avant les miens. Et regardez où cela m'a amené. C'est donc là que les choses se trouvent maintenant. Je vis ma vie selon mes propres termes. Je ne regarde pas en arrière. Et pour la première fois depuis le début de tout ce cauchemar, j'ai vraiment de l'espoir à propos de l'avenir. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.